c'est rassurant. Alors, je suis sûre que tout le monde nous suit. Nous allons commencer. Nous espérons que nous allons avoir de bons moments pour échanger sur la question de l'intergénérationnalité. Je m'appelle Sandrine Oussamba. Je suis la coordinatrice nationale de l'ONG qui veut dire Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Et la Sopépadi est une ONG congolaise féminine qui travaille sur la promotion et la défense des droits spécifiques de femmes et des jeunes femmes, des jeunes filles et des enfants. Alors, nous avons organisé cette activité avec le Fonds pour les femmes congolaises. Et je pense que Mme Thérèse Vallet va nous donner aussi un vrai aperçu sur le Fonds pour les femmes congolaises. Mais avant de lui donner la parole sur les présentations, j'aimerais ajouter que ce thème nous intéresse beaucoup parce que la Sopépadi, c'est une organisation qui existe déjà depuis 20 ans. Et dans sa mission, c'est aussi de ramener les jeunes femmes, de travailler avec les jeunes femmes afin de s'assurer que l'organisation va évoluer et aussi aborder les questions dans différents angles. Je vais donner la parole à Mme Thérèse pour introduire les camps pour les femmes congolaises avant que nous puissions commencer notre session. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Nous sommes une équipe congolaise, bien sûr, aux côtés des Sopépadi, deux organisations qui avons toutes souscrit pour participer en consortium dans cette session. Pour ce qui est des fonds pour les femmes congolaises, comme le nom le dit, c'est un fonds féministe congolais plutôt, créé par les organisations féminines congolaises et par la suite, bien sûr, appuyé par d'autres fonds, des fondations, des partenaires bilatéraux et consorts. Et l'objectif, c'est de faciliter l'accès au financement, mais aussi d'améliorer la capacité des petites organisations féminines au niveau de la base qui s'adonnent pour améliorer les conditions des droits des femmes dans leur milieu. Et nous intervenons comme ça dans quelques domaines spécifiques, notamment les questions des violences sexuelles et basées sur le genre, la question de consolidation des mouvements des femmes, les questions de l'autonomisation des femmes, les droits à la santé sexuelle et reproductive et toutes les questions qui concernent l'environnement et le changement climatique. Voilà, donc ça c'est de manière ramassée. Alors, Fonds pour les femmes congolaises est très engagé auprès d'autres fonds, auprès d'autres organisations féminines, auprès d'autres réseaux qui soutiennent l'émergence, la promotion du mouvement féminin à travers différentes régions et même au niveau mondial. Voilà ce que je peux dire en bref pour ce qui est de Fonds pour les femmes congolaises. Merci beaucoup, Mme Valérie. Alors, nous nous sommes réunis pour échanger sur comment assurer la promotion de nouvelles générations. Et notre constat, en fait, c'est un constat général, essaie de voir que le besoin de concilier les acquis des expériences des femmes entre les femmes se fait de plus en plus sentir. Et c'est la raison même qui nous a poussé d'aborder cette question en toute clarté, même si nous avons juste 1h30 pour parler de cela. Nous espérons que la connexion Internet nous sera favorable et n'hésitez pas de poser des questions. Et au courant de cette session, nous allons aborder les sujets avec 3 intervenants. La première, c'est Mme Thérèse Vallet, qui va évidemment, Mme Thérèse Vallet va présenter sur le premier point
Le premier point qui est celui de savoir comment assurer la promotion de nouvelles générations pour un futur égalitaire garanti. Après Madame Thérèse Nzandé, il y aura la présentation de Mademoiselle Janda. Janda, elle est aussi staff au sein du Fonds pour les femmes congolaises et elle va parler sur l'acceptation et l'interaction entre les générations. Et la troisième intervenante, ça sera Madame Kiré Edui. Kiré Edui, vous me suivez? Alors, Madame Edwin Kirere est juriste de formation et au sein de la CPPADI, elle s'occupe de tout ce qui concerne la collaboration, le travail, le programme avec les jeunes filles et elle va intervenir sur l'échange d'expériences, de bons exemples, qui a des exemples sur la question de l'intergénérationnel. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Thérèse qui va aborder son point et je vais demander à tout le monde de noter, notons nos questions. Nous voulons que cette session soit beaucoup plus interactive. Nous allons échanger. Nous n'avons pas toute la connaissance. Nous voulons juste comprendre. Nous voulons créer ce lien entre les générations et savoir comment ça va marcher ensemble pour la constitution et la reconstitution, mais aussi le renforcement du mouvement féminin en RDC et en Afrique. À vous la parole, Madame. Merci beaucoup pour cette introduction, Madame Sandrine. Nous sommes heureuses de savoir que cette session sera interactive. Et donc, ce que nous allons dire n'est pas la parole de la Bible et pourrait être enrichi ou approfondi par vos bonnes idées. Nous sommes vraiment dans une session où on voudrait donner nos contributions de manière à permettre que le mouvement féminin ne souffre pas d'une quelconque discrimination à travers la jeunesse, la nouvelle génération et peut-être les seniors qui sont en train de finir leur parcours dans leur carrière. Voilà. Alors, le thème étant comment assurer la promotion des nouvelles générations, nous allons nous atteler plus sur la question de l'importance d'une mixité et d'un dialogue intergénérationnel. Et ensuite, on va essayer de voir ensemble si, au cas où il n'y aurait pas cette mixité ou un dialogue intergénérationnel entre les juniors et les seniors, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que c'est des intérêts, des difficultés, de contraintes majeures à la consolidation du mouvement féminin auquel nous tous nous aspirons? Et à la fin, peut-être, on pourra laisser la parole à l'auditoire de donner des contributions ou de poser éventuellement des questions. Nous allons certainement rencontrer quelques concepts qui nécessiteraient à ce qu'on se comprenne dès le départ. Et partant de ça, j'ai préparé de donner rapidement quelques petites définitions. Nous parlons toujours de cette question de intersectionnalité ou d'intersectionnalisme. C'est quoi, au fait? Même si on en a entendu parler, je voudrais quand même recadrer pendant quelques minutes sur ces points-là. Alors, c'est une notion employée généralement en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation des personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de stratification ou de domination ou de discrimination dans une société. Qu'est-ce qu'on appelle la stratification sociale? C'est ce processus-là qui tend à positionner les individus dans une hiérarchie. Et c'est ça qui concourt à des inégalités que nous sommes en train de décrire, à des inégalités derrière lesquelles nous pourrons aujourd'hui pour remettre l'égalité, pour remettre l'équité. Et donc, tout est parti de cette structuration sociale qui a fait qu'il y ait des personnes qui
qui soit en position de supériorité par rapport à d'autres, qui ait accès à certaines ressources de manière inégalitaire. Et donc, il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais il y en a d'autres qui en ont. Le pouvoir, les ressources et même certaines reconnaissances. Donc, c'est ça la stratification et c'est ça qui est à la base même des inégalités. Alors, il y a un autre concept qu'on rencontre aussi, c'est la généralité, la générativité. Cela désigne principalement les préoccupations qui concernent l'établissement ou les guidages des générations futures. Voilà, la générativité. Préoccupations qui concernent l'établissement ou le guidage des générations futures. Pourquoi nous sommes dans cette session? C'est parce que nous voulons scruter comment nous pouvons assurer la promotion des nouvelles générations. Ça signifie qu'il y a justement ces problèmes-là. Les problèmes qui concernent comment nous allons guider la nouvelle génération, comment la génération, c'est entre parenthèses, comment les juniors, comment les aînés vont passer les mains aux jeunes. Il y a ces problèmes-là. Et donc, ça nécessite assez qu'on réfléchisse sur quel est le mécanisme de passation de main entre les aînés et les jeunes. Voilà. Et donc, par rapport à l'importance d'une mixité ou d'un dialogue, il est nécessaire qu'on puisse scruter ça ensemble. À la veille du départ à la retraite, le besoin ou la nécessité de déléguer ou de léguer le pouvoir se fait sentir. Plus l'âge avance, plus on se voit fatigué, plus on a des soucis à se dire à qui je vais laisser tout ce que j'ai acquis comme connaissance, comme expérience, comme sagesse. Et ça nécessite assez que on ne reste pas seulement à un questionnement, mais ça implique le passage à des actions concrètes. Et c'est là que nous allons dire, ça se crée une sorte de frustration, ça se crée une sorte de crainte, de peur. Les aînés qui partent déjà, qui vont partir peut-être en retraite, ils sont dans une position telle qu'ils se posent des questions. À qui je vais léguer? Qui je vais préparer? Mais malheureusement, cela arrive souvent, peut-être trop tard, ou alors le choix est porté vers quelqu'un qui n'est pas préparé au préalable et ça fausse quelque part les choses au moment où il y a de l'autre côté des jeunes qui existent, qui aspirent ou qui ont été aux côtés des aînés pendant tous ces temps, avec des espoirs fondés d'être préparés à prendre la relève. Voilà, donc c'est cette situation en fait qui met les deux camps, les aînés d'un côté et les juniors de l'autre côté, dans une situation d'incertitude, de spéculation, dans une attitude de doute en fait. Et ça laisse la place maintenant à une mauvaise communication. Les jeunes de leur côté, ils pensent que ce sont les aînés qui veulent s'accaparer, s'approprier et ne pas céder. Mais les aînés de leur côté estiment que non, les jeunes, ils vont trop vite en besogne. Est-ce qu'elles sont préparées? Est-ce qu'elles estiment qu'à cause des diplômes qu'ils ont, est-ce que cela donne la place directement pour accéder à un poste de responsabilité? Et donc, c'est toutes ces questions-là qui font que la communication, le dialogue n'est pas encore franc entre les deux catégories. Alors, il y a l'organisation de plusieurs activités, de plusieurs axes d'action qui sont menés, mais l'appropriation n'est pas encore effective. Le dialogue intergénérationnel ou la mixité doit contribuer à améliorer l'accès à une meilleure compréhension
de la production de nouvelles formes de valeurs, alors que certains pensent que ce n'est pas le cas. Il faut aussi que cela contribue à surmonter les obstacles culturels et religieux et autres accès des jeunes aux informations et de même aussi aux services. Mais il doit de même aussi contribuer à construire ou à servir de pont pour la compréhension entre les deux générations au sein de groupes spécifiques. Il doit assurer la transmission des savoir-faire spécifiques entre les personnes juniors et seniors, ainsi que le développement des échanges intergénérationnels. Et il doit offrir un cadre de discussion, d'échange et déterminer les questions suggestives possibles en vue de susciter l'interaction ou le dialogue entre les générations. Mais ce processus ne se fait pas de manière linéaire. Nous ne devons pas nous voiler la face. Il y a certainement des risques, il y a des obstacles. Et il y a aussi des défis. Je ne vais pas beaucoup m'atteler sur cette question-là, mais j'ai relevé juste quelques points. Je sais que dans notre équipe, il y a une autre collègue qui pourra revenir avec détail. De plus en plus, les études sur les transferts intergénérationnels font état des fractures numériques qui peuvent exister entre les générations. Nous tous, on a fait l'expérience. Si nous prenons nos aînés qui ont aujourd'hui l'âge entre 75 et 80 ans, ou celles qui ont aujourd'hui, c'est entre 50 ou 65 ans, je pense l'aptitude à la manipulation de l'outil informatique aujourd'hui, à la nouvelle technologie, se manifeste différemment. Et si on compare à la jeunesse entre aujourd'hui 25 et 35 ans, je pense que les jeunes sont plus habiles à comprendre, à manipuler, à travailler avec, à faire usage avec. Et donc, on ne peut pas se dire aujourd'hui non, on est aîné, on est majeur, on a la sagesse, on a l'intelligence, on a la connaissance, mais sans faire recours à ces jeunes qui viennent avec cette nouvelle connaissance qui a évolué avec le monde. Et donc, à ce niveau-là, je donne un petit exemple partant de la connaissance numérique. Mais il y a aussi la compétition entre les personnes, entre les groupes, entre les réseaux, entre les organisations. C'est la compétitivité. Et donc, comment nous sommes en train de compétir pour prendre le pouvoir, pour accéder à un poste, pour trouver un emploi. Donc, autant de questions. Il y a aussi la question de développement des camps qui se traduit par des résistances. Pourquoi les jeunes pensent que les aînés ne veulent pas céder la place? Et ils commencent à former un bloc. Et les aînés, pourquoi ils réfléchissent en termes de c'est un lutte, c'est un combat, c'est une carrière que j'ai menée. Et donc, les jeunes pensent que c'est comme un coup de baguette qu'ils vont prendre. Non, je pense qu'il y a nécessité d'asseoir, d'installer un cadre d'échange, un cadre de transfert, un cadre de discussion pour en parler. Mais au-delà de tout ça, un seul défi que j'ai relevé, les autres c'était des risques dont je parlais, c'est la fragilisation des efforts et des résultats consolidés. Nous ne devons pas perdre de vue. Il y a des aînés qui ont lutté, qui ont combattu pour cette même cause pendant des années. Et donc, nous ne devons pas faire constituer des camps, des blocs d'opposants entre nous, sinon nous allons remettre en cause, nous allons remettre la pendule à zéro. Et pourtant, des femmes ont dû lutter depuis des années pour qu'on en arrive au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, le dialogue intergénérationnel, la mixité a son importance de se tenir. Nous devons accéder à la passation des mains à travers un dialogue apaisé, à travers une mixité garantie. Je propose juste quelques propositions d'action pour laisser la parole à mes collègues. La première, c'est l'utilisation des connaissances, des transferts,
des distributions ou encore des transferts technologiques avec l'idée que la connaissance doit être utilisée pour une interaction entre plusieurs parties. Qu'on ait des connaissances aujourd'hui, il ne faut pas qu'on pense que ça reste et ça reste pour soi-même. Ça doit être partagé. Et donc, nous devons faire de nos connaissances non seulement un bien privé, mais une valeur qui peut être transmise de génération à génération. Il y a le renforcement du mentorat. Ça, c'est un terme qui est très courant. Je pense que ça vaut la peine. Le mentoring, là où on fait des échanges d'expériences entre les jeunes et les aînés, ça peut être à travers les jeunes, à travers des cadres réduits, mais ça peut être ouvert aussi de manière peut-être à instaurer ça comme un système. Pourquoi ne pas préparer des cadres où le mentorat se fait de manière systématique, où les jeunes, dès le bas âge, comprennent l'importance, la place des aînés, et où les aînés aussi comprennent qu'il faut commencer à faire le transfert dès le bas âge pour que cela ne tombe pas comme si c'était juste pour faciliter à un certain moment une action qu'on veut poser. Et là, je donne l'exemple d'un responsable, par exemple, d'une OSC, d'une organisation de la société civile, qui, à la veille de sa retraite, commence à préparer rapidement un élément, alors que cet élément n'a pas été préparé dès le départ, formé, et il se retrouve comme ça devant peut-être d'autres qui sont plus outillés, qui ont plus de connaissances. Et donc, je pense que la préparation doit être systématique. Et en plus de ça, j'ai pensé aussi à l'organisation de forums, genre ce que Tsoïsé nous a offert. Et là, je félicite Tsoïsé pour cette initiative, où les femmes doivent discuter, échanger à cœur ouvert, donner leur point de vue, décrier ce qui n'est pas bon, dénoncer, mais mettre ensemble leurs idées, leurs connaissances pour des propositions de construction et non pas pour critiquer négativement ou pour détruire. Et on doit aussi peut-être proposer des genres ou des sortes d'enquêtes, des études qui permettent à ce qu'on focalise, qu'on puisse bien cibler les zones de problèmes qui peuvent être des freins pour la réussite des transferts intergénérationnels. Ainsi, la formulation des pistes ou des propositions d'action vont reposer sur des vrais problèmes. En conclusion, qu'est-ce que je vais dire? La connaissance est périssable. Ce que vous utilisez aujourd'hui sera dépassé demain. Et cette connaissance passe par plusieurs éléments. Il y a la source, c'est l'être humain. Il y a le contenu, c'est le message que nous sommes en train de véhiculer. Il y a aussi le moyen qui traite des outils qui peuvent faciliter la transmission. Nous ne devons pas perdre de vue cet élément. Beaucoup de gens peut-être n'utilisent pas les différents canaux ou les meilleurs canaux qu'il faut pour passer le message. Et ça peut avoir une influence sur la connaissance ou la réceptivité des messages. Et enfin, il y a l'utilisateur ou le destinataire. Nous communiquons avec qui sur ces questions-là? Nous ne devons pas perdre de vue ça. Et donc, les seniors, les aînés, ils ne font pas exception à cette réalité et leur place dans les transferts intergénérationnels aussi est capitale. On a beaucoup parlé des jeunes, mais j'insiste sur ça, et les jeunes et les aînés, ensemble, on a droit de se mettre pour mieux palper de doigt les réalités et non pas faire des oppositions. Donc, le vieillissement, c'est un phénomène naturel. Les jeunes qui sont jeunes aujourd'hui, ils doivent aussi s'entendre à ce qu'un jour, ils vont atteindre cet âge-là. Et donc, c'est très bien qu'on aborde cette question avec la jeunesse d'aujourd'hui, mais qu'ils mettent en tête que demain, ils vont aussi transmettre ce même message à la jeunesse qui est en train de venir. Et enfin, je dis que l'engagement et l'implication des jeunes qui, de leur côté, décrient souvent
qu'ils sont marginalisés, je pense que cette question est prise en compte déjà par le monde. Quand vous regardez même les différentes résolutions, quand vous regardez les différents instruments juridiques, beaucoup intègrent déjà les jeunes, prennent en compte déjà les jeunes. Et donc, c'est aux jeunes aussi de s'en approprier et d'en faire bon usage. Et donc, chers collègues féministes, chers hommes féministes, construisons ensemble le mouvement féminin fort qui privilégie la mixité et le dialogue intergénérationnel en vue d'une bonne socialisation de notre mouvement. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Alors, Madame Thérèse a essayé d'aborder cette question de voir comment chaque génération a besoin de l'autre pour survivre. Il y a la connaissance des adultes, mais aussi de personnes âgées, mais aussi la technicité, par exemple, mais aussi des connaissances que des jeunes ont, que les personnes adultes ont aussi besoin pour comprendre certaines choses, mais c'est à tous les niveaux. Mais Madame Thérèse a aussi abordé quelque chose. Elle a dit que les jeunes pensent que ils font une sorte d'opposition pour dire que les adultes ou les personnes âgées ne les impliquent pas dans certaines choses. Ce sont de réalités que nous vivons. Ce sont des réalités que nous vivons. C'est pourquoi nous voulons que ces échanges soient vraiment participatifs, pour qu'ensemble nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire pour que la cohabitation soit meilleure et que chacun soit prise à sa juste valeur. Alors, moi, je vais laisser le flow à tout le monde qui a une question ou deux avant que nous puissions passer à l'autre intervenante. Mais moi, j'aimerais quand même demander à Madame Thérèse, quelles sont pour vous les opportunités que vous voyez dans le futur proche ou carrément dans le futur pour pratiquer le dialogue intergénérationnel dans vos capacités personnelles ou professionnelles? Quelles sont les opportunités que vous voyez au travers lesquelles cette intergénérationnalité peut être mise en place à tous les niveaux, professionnels ou personnels? J'espère que ma voix arrive. Comme j'ai quitté la place stratégique. OK, bien. En termes d'opportunités, je pense qu'il y en a. La première, c'est d'abord la prise de conscience des jeunes et même des seniors de la question. Ça, c'est une opportunité que tout le monde souhaite en parler, que tout le monde souhaite apporter un changement à cette crise ou cette scission qui veut s'intercaler entre les générations. Que tout le monde souhaite qu'il y ait un pont, que tout le monde souhaite que tout le monde regarde dans une même direction. Moi, je pense que ça, c'est la première opportunité. La deuxième opportunité, c'est que les aînés, ils ont été à l'affaire ou aux affaires et ils doivent quitter à un moment, mais il y a déjà la présence des jeunes. Les jeunes existent, compétents, avec des expériences. Ils commencent à venir. Et donc, qui est justement la présence de ces deux catégories de personnes, ça aussi pour moi, c'est une opportunité. Une troisième opportunité, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, sans cette unicité, c'est difficile de faire jonction et d'évoluer ensemble. Et donc, pour ne pas monopoliser la parole, Madame Sandrine, je pense que les jeunes et les seniors, les aînés, qu'ils prennent conscience de cette situation-là et qu'on trouve justement ces transferts possibles parce qu'il y a des connaissances, ils prennent déjà des sagesses et qu'il y ait déjà cet environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est la meilleure opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. Et donc, je pense que l'organisation de cette session, c'est une preuve justement que ce que je venais de dire tout à l'heure là peut donner la place à cette intersectionnalité
à cette intergénérationnalité. Merci beaucoup. Et pour d'autres, pour le Seigneur, ils disent que les jeunes ne sont pas très impliqués et ils doivent encore faire d'efforts. Et ensemble, réfléchissons. Qui peut prendre la parole? N'hésitez pas. Nous avons abordé cette question. Quelle est pour vous la meilleure façon de cohabiter ou de travailler ensemble? Quelle est pour vous la meilleure façon d'impliquer les uns et les autres, les seniors et les juniors, à travailler, mais aussi à faire ces transferts des compétences équitables? Merci beaucoup. Je suis Madame Emmanuela. Je salue le 16 jours d'activisme où nous préparons et donc nous sommes dans les vifs de ces jours d'activisme. Et le débat a été vraiment, la présentation, j'ai aimé vraiment parce que ça suscite à nous, actrices de la société civile, une motivation pour encore voir comment travailler avec les jeunes. Parce que les jeunes, c'est avec la présence des types de lui, ils savent qu'ils connaissent tout. C'est pour cela qu'ils ont même du mal à approcher les gens qui peuvent les aider à émerger ou bien à aller plus de l'avant. Alors, dans des maisons, dans des familles, vous voyez les jeunes être réticents d'approcher ceux-là qui peuvent les aider parce qu'ils savent qu'ils pensent qu'ils peuvent tout enlever à l'Internet, ils peuvent tout enlever dans des télévisions, ce qui est très différent. Comme Madame Thérèse l'a souligné par rapport au mentorat, ça a suscité à nous une idée de voir comment nous allons commencer à avoir des gens pour les préparer parce que bon, ça commence même dans des domiciles, dans des maisons pour permettre à ce que les enfants de bas âge commencent à apprendre ce que maman fait, ce que les sœurs font dans les domiciles. Donc, vraiment, pour moi, personnellement, ça m'édifie et ça me donne encore du courage de travailler fort avec les jeunes, avec même les enfants, parce que on change si on a appris à changer. Merci. Merci beaucoup, Madame ou Mademoiselle Emmanuela. Vous avez dit que le mentorat, l'idée que Madame Thérèse a donnée ici comme possibilité d'action, pour vous, ça doit commencer dans le ménage, dans la maison. Mais aussi, les jeunes doivent rester ouverts, ne pas se dire qu'ils ont l'Internet pour tout tirer, ils ont la connaissance. C'est juste cette façon-là d'interagir. Alors, une deuxième personne, et puis on va passer à la deuxième présentation. Alors, Madame Sylvie Mazambi, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Sandrine. Merci aussi pour tous ceux-là qui sont en train de nous joindre. Merci à Madame Thérèse pour l'exposé. En fait, je voulais juste, pas une question, mais plus un peu un complément. J'ai aussi compris que ce qui bloque, ce qui fait à ce que le jeune et, comment dire, les aînés ne puissent pas s'entendre, il y a aussi une question d'expérience. La plupart des aînés croient, par exemple, que le jeune ne savent pas parce que eux, ils ont de l'expérience. C'est en quelque sorte, comment j'appellerais ça, un orgueil d'expérience. Ça aussi. C'est vrai, un jeune peut commencer le monde humanitaire, le monde politique. À une année, s'il s'applique bien, il peut évoluer. Mais les aînés, crois-moi, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 20 ans que je suis là. Et tu sens que quand il y a, par exemple, un document, quand c'est un jeune qui envoie, il ne peut pas se dire qu'il va y arriver. Il doit juste prendre en compte l'expérience que ce jeune a. Ça fait comme 3 mois qu'il est là. Est-ce qu'il va y arriver? Le temps d'analyser, de faire une bonne analyse. Parce que
La plupart croient que parce qu'il est plus expérimenté, il est aussi plus intelligent que la personne. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est en quelque sorte ça. On peut se dire, j'ai peut-être 10 ans dans le monde humanitaire. Il y a quelqu'un qui peut venir à 2 ans, il devait peut-être plus fort que moi. C'est normal. Et ça arrive. C'est ce que les aînés peuvent essayer un peu de comprendre et d'admettre cela. Et c'est qui nous tue. Et c'est très, 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 pas vraiment impossible, mais difficile pour certains aînés de comprendre qu'ils peuvent apprendre de jeunes. Pourtant, c'est ça. Autre chose qui tue, je ne sais pas, Maman Thérèse en a parlé, mais j'aimerais aussi peut-être mettre un accent, c'est par rapport à nos aînés qui font. Et puis, avec le numérique qui est en train d'évoluer. Quand nos jeunes approchent les femmes pour leur dire il faut qu'on fasse ça, elles refusent. Pour nous, le monde actuel, c'est le numérique, ça augmente, non seulement ça augmente, c'est développé tous les jours. Et avec les ménages, avec le poids de tout ce que les aînés ont, ce n'est plus facile d'admettre, de comprendre et de débloquer. Mais un jeune facilement peut se mettre, on lui apprend, dans 1 ou 30 minutes, il apprend. Il peut être utile à cet aîné-là dans cette matière et à compléter. Et c'est aussi développer, comme on l'a dit, il faut qu'on crée des séances où on partage l'expérience de séances où les jeunes s'expriment et on se dit que quand les jeunes s'expriment, ils se disent moi, on vous suit pas bien. Sylvie, vous êtes un peu, la voix sort très éloignée. Les femmes, les aînés comprennent qu'ils ne peuvent pas évoluer sans l'apport des jeunes et c'est très, très capital. Donc, il faut vraiment des séances où on les fait comprendre, où on leur dit… Sylvie, la voix sort très éloignée, nous ne vous suivons pas. Dans ce monde, dans ce domaine, il faudra que tu te fasses assister par un jeune. C'est ce qui nous manque aussi. Merci, Madame Sandrine. Oh là là, Madame Sylvie, le 5 dernières secondes là, on n'a pas bien suivi. Allô? Oui, allez-y. On n'a pas bien suivi vers la fin. Allô? Oui, allô, vous nous suivez? Alors, je pense que Sylvie a des soucis de connexion. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? D'accord. Nous vous avons suivi. Vous avez abordé la question de la crise de confiance. Ça, j'ai noté. Mais aussi la question de l'acceptabilité, au fait, l'acceptation. Cela me donne carrément la possibilité de donner la parole à mademoiselle Jeanne d'Arc, qui va aborder cette question. Elle va nous parler en quelques lignes. Ce que nous pouvons comprendre par l'acceptation et l'interaction entre les générations. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci pour la parole, Madame Sandrine. C'est une audition de ma part. En fait, c'est pour moi un plaisir de me poser sur cette question et parler avec vous de la question de l'administration et de l'intégration. Avant d'entrer dans les vifs débats, je vais d'abord prévenir. Nous ne vous entendons pas très bien. C'est très bas. Bonjour tout le monde, vous me captez? Ok, c'est bon. Super. Je disais déjà que c'est Jeanne d'Arc. C'est pour moi un plaisir. C'est pour moi un plaisir de me trouver sur cette session et aborder avec vous la question sur l'acceptation et l'interaction entre les générations. Je disais qu'avant d'entrer dans les vifs débats de mon exposé, je vais d'abord rappeler quelque chose que Madame Thérèse a soulevé dans son débat, c'était la question sur la mixité entre les générations. Ce terme-là m'a très étiqué, étant donné que lorsque je faisais mes petites recherches sur cette question-là, je me suis rendu compte qu'il y a 2 grands concepts qu'il faudra qu'on comprenne avant de continuer sur ces questions. Le premier concept est celui de l'intergénérationnalité entre les générations. Le deuxième concept est celui de la transgénérationnalité.
Les deux concepts paraissent proches, mais en profondeur, ils sont un peu différents. Les premiers, qui revient sur l'intergénérationnalité, renvoient sur les relations entre les générations. Donc, les relations qui peuvent se tisser dans une génération X. Mais la transgénérationnalité renvoie sur les relations qui peuvent se tisser entre génération X et génération Y. Si l'on veut bien continuer et soutenir le mouvement de femmes, j'aimerais rappeler que la bonne gestion des questions d'usage est indispensable pour la réussite et la meilleure rentabilité pour le mouvement de femmes. Je vais essayer de revenir. L'âge ne devrait pas être un critère de discrimination. Plutôt que de chercher à segmenter les individus selon leur âge, le mouvement de femmes devrait partir de l'intergénérationnalité aux transgénérationnalités. Donc, on doit quitter de favoriser ces relations entre générations de même âge et adopter les concepts ou l'approche des relations entre X et Y générations si l'on veut que le mouvement ou l'entreprise ou tout autre puisse continuer. Tel que mes prédécesseurs l'ont dit, il y a un moment pour tout. Il y a un moment où vous avez les leads et il y a un moment où il faut passer ces leads à une autre personne. Et il faut accepter pour préparer suffisamment la personne à qui vous voulez donner votre lead pour que le mouvement ou soit l'entreprise continue. Parce qu'on doit noter que le monde est et restera toujours compétitif. Donc, nous sommes là, le monde est compétitif. Et après nous, le monde sera toujours compétitif. Si l'on veut que le long reste après son départ, que l'on n'est pas avec ses actions, il faut bien préparer la relève. Il y a 3 défis qui ont été soulevés sur les questions entre générations qui se posent très souvent. Ça a déjà été dit, je suis en train de s'y rabonder parce que la question portait sur l'acceptation et l'interaction. Et très souvent, entre les générations, il y a un problème de vision des choses. L'hiérarchie et la jeunesse, ils ont souvent des façons différentes de voir. Très souvent, les jeunes pensent être beaucoup plus mieux dans la connaissance des enjeux du moment et pensent que les aînés sont dans les vieilles connaissances et pourtant non. Parce que si, par exemple, les questions administratives, ce sont des questions qui généralement ne changent pas. Et si l'on veut comprendre les choses, ça veut dire qu'il faut vraiment s'approcher des aînés et apprendre de comment ça fonctionne de ces côtés-là. Il y a d'autres questions qui ont été soulevées comme les questions technologiques. Oui, là, bien sûr, qu'il faut que les aînés s'approchent des jeunes. Et donc, les deux vont ensemble. On ne peut pas marcher l'un sans l'autre. Il faudra que tous nous les comprenions. D'un côté, il y a eu les cas de, si je peux l'appeler, et du côté des jeunes, bon, il faudra que les jeunes rabaissent un peu et comprennent qu'ils ont beaucoup à apprendre auprès des jeunes, que de rester des aînés, que de rester repliés dans leur coin, comme on l'a dit. On se replie sur les réseaux sociaux, on se replie entre nous. J'ai d'ailleurs lu qu'il y a toujours eu des relations tantôt horizontales ou verticales entre différentes générations. À chaque fois qu'il y a un problème dans une entreprise ou dans un mouvement, très souvent, les jeunes ont tendance à se replier entre eux et trouver une solution. Et les aînés ont tendance à se replier entre eux et du coup, il n'y a plus de transfert des compétences. Ça, c'est un manque. Le deuxième défi était lié au fait que très souvent, les jeunes, ils viennent avec la nouvelle énergie, bien sûr, pas beaucoup, quelques apports pour l'avancement des choses, mais ils ont un problème de reconnaissance, les jeunes. Les jeunes veulent qu'on puisse les reconnaître dans tout ce qu'ils font, mauvais ou mal, qu'on les applaudisse soit qu'on accepte. Ils ont toujours besoin de ces choses-là. Si on peut les appeler les encouragements ou je ne sais pas moi quoi, quel terme utiliser, mais les jeunes ressentent ces besoins. De l'autre côté, il faudrait que l'on parle de l'importance de l'acceptation et de l'intérêt. Que les deux sont importants parce que si on ne peut pas transférer les compétences sans interagir. On ne peut pas transférer les compétences sans s'accepter. Il faudra d'abord que les générations acceptent qu'ils doivent vivre ensemble pour préparer l'avenir afin de transférer les compétences et les savoir-faire. Que peuvent apprendre les féministes âgés des féministes plus jeunes? Quand j'ai vu cette question, ça m'a mis j'en peux rigoler là-dessus, au fait. Que peuvent apprendre les jeunes des aînés? Bon, je ne sais pas trop, il y a déjà les questions technologiques.
Mais je vais revenir en disant qu'il y a toujours quelque chose à prendre auprès de quelqu'un d'autre. Peu importe qu'on soit aîné, qu'on soit plus jeune, on a toujours quelque chose à apprendre aux côtés de l'autre. Et il y a une autre question qui voulait que peuvent apprendre les jeunes féministes? Bon, comment les féministes plus âgés et les jeunes féministes peuvent-elles mieux travailler ensemble pour un avenir plus égalitaire entre les sexes? On venait de le dire ici tout de suite que à peine on a lancé les 16 jours d'activisme, c'est très bien que cette question revienne là-dessus. C'est très bien que cette question revienne là-dessus. Que faire pour un monde égalitaire? Il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Continuons à sensibiliser sur les projets intégrateurs de différents genres. Continuons à les campagnes de sensibilisation, les projets intégrateurs, ainsi que porter le message sur l'égalité. Jeunes, plus âgés, tous nous avons intérêt à nous mettre là-dedans, surtout en tant que femmes, étant donné que nos droits n'ont jamais été facilement reconnus par les autres. Merci. Merci. Alors, nous avons suivi Jeanne d'Arc. Elle a abordé la question de l'acceptation entre les générations. Et elle a aussi dit elle s'est aussi attelée sur ce que je disais avant. Chaque génération a besoin de l'autre, mais aussi ces constats-là que quand il y a même des mouvements dans des organisations, même dans des entreprises, les jeunes se rencontrent entre eux pour pointer le doigt aux seniors, les seniors entre eux pour dire que ce sont ces jeunes-là. Et pourtant, si tous nous acceptons la technicité, mais aussi la sagesse des seniors, et les seniors acceptent l'énergie, la nouveauté au fait, l'actualité de la jeunesse. Ensemble, nous allons mieux contribuer à ce que nous faisons. Permettez-moi de circonscrire maintenant notre discussion dans le mouvement féminin. Nous savons que le cadre de la RDC, c'est pour toute l'Afrique. Comment nous pouvons renforcer le mouvement féminin en travaillant entre les générations? Parce que la crainte, c'est pas la crainte, mais ce que nous ressentons, c'est que aujourd'hui, quand toutes ces grandes femmes, de grandes femmes que nous connaissons dans nos différents pays, quand elles vont passer, comment la nouvelle génération peut se relever, saisir, mais aussi continuer dans la même lancée dans la construction du mouvement féminin. Nous ouvrons le flow avant de passer à la troisième présentation. Est-ce que nous avons des questions, des ajouts ou préoccupations ou même un commentaire? Bonsoir. 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 C'est Aminata, je m'engage en Mauritanie. Donc, comme vous avez dit, on a besoin de créer des espaces de dialogue intergénérationnel pour qu'on puisse échanger avec les jeunes et les gens qui sont plus âgés qu'eux. Puisque si on fait des échanges entre eux, par exemple, nous ici, des fois, quand on a des projets qui concernent la malnutrition ou bien qui concernent les femmes pour leur visite prénatale, on essaye de créer des séances éducatives où il y a les jeunes et les femmes âgées pour que chacun d'eux va donner son expérience. Les femmes vont donner l'expérience qu'il faut faire tes visites prénatales, il faut prendre tes injections et quand l'enfant est né, il faut l'allaiter. Quand il allaite le premier lait là, l'enfant va être en bonne santé et la maman va lutter contre la malnutrition. Par exemple, quand les gens qui sont âgés, ils vont sensibiliser les jeunes sur ça. Et ces jeunes-là, c'est des relais aussi qui vont aller aussi sensibiliser d'autres jeunes et vice-versa. Donc, quand il y a ce dialogue-là, donc je crois que ça va améliorer la situation pour que les jeunes puissent
s'approcher des grands et les grands aussi vont s'approcher des jeunes. Donc, je crois qu'on doit créer des espaces de dialogue intergénérationnel pour qu'on puisse échanger avec les jeunes en même temps avec les autres. Par exemple, dans le domaine de l'MGF, si on veut sensibiliser la communauté, on doit sensibiliser tout le monde en même temps. Mais on va faire ça d'une manière pour qu'on puisse rassembler tout le monde pour un sujet, par exemple. Maintenant, si on implique les jeunes, on implique les grands, on implique les hommes, on implique les leaders communautaires et on dialogue en même temps, on pourra convaincre les gens pour pouvoir s'en sortir de ces problèmes. Aminetou Sidi, avant de rebondir sur ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a une autre contribution dans l'auditoire ou une proposition d'action? Oui, il y a Madame Flora qui est juste à côté de moi qui voudrait donner sa contribution aux échanges. Allez-y, Madame. Merci beaucoup pour la parole, Madame Sandrine. J'espère que le son est bon, hein? Vous m'entendez? OK. Oui, au fait, je voudrais rebondir sur ce que Madame Aminetou a dit, parce que c'était ça aussi, je voudrais proposer ça aussi, de créer des espaces d'échange entre les différentes générations, parce que j'aimerais bien qu'il y ait acceptation intergénérationnelle, mais pour qu'il y ait cette acceptation-là, pour que l'interaction entre les générations se fasse, il faut un cadre. Donc, on doit mettre en place des espaces, comme l'a bien dit Madame Aminetou. Mais je voudrais nous rappeler, en tant que Fonds des femmes, en tant qu'organisation de la société civile, si nous pouvons diriger des projets, des actions qui sont consacrées uniquement pour des activités de coaching et de mentorat. Rien que ça. Ça peut vraiment nous aider ça peut nous aider et faciliter ces transferts de compétences pour éviter également ce que Madame Thérèse disait, qu'il y ait cassure de continuité du mouvement de femmes. Donc, c'était ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup, Madame Flora. Nous courons tellement derrière les temps. Et permettez-moi de donner la parole. Il y a une main, OK. Charles Bongwa, juste une minute. Vous allez allumer votre micro et prendre la parole. Et je remercie aussi les participants et aussi l'organisation qui a pensé à moi. Et moi, comme Madame Sandrine a dit, je m'appelle Edwin Kirere, j'interviens de Bunia, la province de l'Ituri en RDC. Et je travaille avec Sophie Padi. Et moi, il m'a été donné de parler des exemples de bonnes pratiques, les transferts intergénérationnels. Alors, la première des choses que je veux dire, c'est que la vie sociale fait coexister à tout temps des personnes issues des différentes générations. Donc, des personnes des différents âges. Ça, c'est vraiment à tout temps, la vie sociale, elle fait coexister. Je veux peut-être dire aujourd'hui, nous avons eu peut-être cette pandémie Covid qui a vraiment tué beaucoup de personnes dans le monde, mais malgré cela, il y a toujours... Malgré cela, il y a toujours les personnes donc des différentes générations qui coexistent. Le monde a connu la Première, la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qu'il y a, mais malgré cela, il y a toujours des personnes des différentes générations qui coexistent. Donc, voilà pourquoi il est important de faire ces transferts intergénérationnels. Alors, c'est quoi le transfert? Les transferts, d'une part, c'est peut-être un déplacement de quelque chose d'une place à un autre ou le déplacement d'une personne d'un lieu à un autre. C'est ça qu'on a dit
transfert. Et aussi, le transfert intergénérationnel joue un rôle très fondamental. Parce que sans ces transferts, il n'y aura pas une continuité. Il n'y aura pas donc de continuité de quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans des États, nous avons connu différents présidents et ils ont eu à transférer le pouvoir, que ce soit par voie démocrate, par la voie des élections, que ce soit par la voie peut-être de royauté pour des pays qui ont ces régimes-là. Pour que quelque chose existe, continue à exister, on a besoin de transférer cela. Alors, nous allons parler de quelques bonnes pratiques, des bons exemples pour le transfert intergénérationnel. Alors, le premier exemple que je vais donner, c'est la création de mouvements des jeunes au sein d'un grand mouvement. Je peux peut-être m'expliquer. Lorsque, par exemple, vous êtes une ONG, c'est très important de créer une section jeune au sein de votre ONG. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez les mouvements des jeunes au sein de vos organisations, ça permet aux jeunes de vivre, en tant que jeunes, ils vont vivre les mêmes expériences que vous êtes en train de vivre maintenant. Vous allez avoir du temps de parler avec eux, de les capaciter et aussi, ils vont comprendre d'où est-ce que vous avez quitté, où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous allez. Non pas simplement comprendre, mais ils vont les vivre eux-mêmes aussi. Parce que si, par exemple, vous voulez parachuter les jeunes, vous dites, bon, ça va, ça y est, je suis vieille ou je suis vieux, l'organisation est... Alors maintenant, il faudrait que nous puissions nous chercher quelqu'un. Cette personne-là, c'est vrai, pourra bien se démener, mais pour d'autres choses, la personne aura certaines difficultés pour s'en sortir. Et là, je peux par exemple donner l'exemple. Aujourd'hui, en Afrique, il y a ce réseau GIMAC. Il y a aussi les réseaux des femmes leaders, donc les réseaux des femmes leaders d'Afrique. Tous ces réseaux-là, aujourd'hui, ils ont créé des sections jeunes. Par exemple, sur GIMAC, c'est GIMAC Young Women. Et pour les réseaux des femmes leaders d'Afrique, c'est le caucus de jeunes. Ils ont mis cela à place pour que ces personnes-là puissent continuer leur combat, même si les seniors vont passer, au moins il y aura des jeunes qui sont là, qui sont activistes. Donc, elles participent à toutes les réunions, elles participent à toutes les activités que ces deux réseaux organisent. Et ainsi, lorsque elles vont grandir, elles pourront continuer avec le combat. Donc, c'est un peu ça. Et deuxième bon exemple, je vais parler du coaching et du mentorat que maman Thérèse a parlé, que plusieurs personnes ont parlé ici. Ça, ce sont des bonnes pratiques. Le coaching, on dit que c'est un accompagnement personnalisé destiné à améliorer les compétences. Donc, c'est très important que les seniors qui sont là, qu'ils puissent améliorer les compétences de ceux des jeunes. Cela ne veut pas dire que les jeunes n'ont pas de compétences, non. Les seniors, ils ont de l'expérience. Avec leur expérience, ils peuvent améliorer la compétence des jeunes. Et le mentorat, donc cela veut dire quoi? Le mentorat, c'est une relation interpersonnelle de soutien et d'échange. Donc, c'est très important que entre les seniors et les juniors, qu'ils puissent avoir cette relation interpersonnelle de soutien et d'échange. Et ça va
permettre qu'à ce que, avant que les seniors ne puissent passer, ils vont ils vont donner ce que eux ils avaient à la génération qui vient plutôt, et cette génération va continuer à apporter le monde, apporter la lutte, apporter la vision. Et la troisième des choses, c'est le renforcement des capacités. Il est très important que la nouvelle génération soit renforcée. Si vraiment nous voulons continuer avec la lutte des violences faites à la femme, il est très important que cette nouvelle génération soit vraiment renforcée en capacité pour que lorsqu'elle va parler, lorsqu'elle sera là, qu'elle puisse parler des choses qu'elle connaît et qu'elle puisse mieux s'adapter, parce que quand on n'a pas des capacités qui sont renforcées, et ça crée aussi d'une manière la sous-estimation. Tu te dis, bon, je ne saurais pas, je ne peux pas. Tout ça, pourquoi? Parce que vos capacités ne sont pas renforcées. Et la dernière des choses que je voulais dire, c'est ce qu'avait dit aussi Madame Aminetou, c'est créer des espaces d'échange entre les générations. C'est vraiment très important. Il faudrait que les nouvelles générations ne trouvent pas les acquis qui sont là comme acquis. Il y a des personnes qui ont souffert pour que nous, la nouvelle génération, que nous puissions arriver là où nous sommes. Aujourd'hui, si c'est toutes les filles qui vont à l'école, hier, ce n'était pas le cas. J'ai eu à participer à un atelier où il y avait une dame qui venait de la Mauritanie qui a dit que pour qu'elle puisse aller à l'école, elle avait dû coiffer les cheveux et s'habiller tout le temps en culotte. Pourquoi? Parce que dans son village, ce n'était pas concevable qu'une fille devait aller à l'école. Aujourd'hui, nous, les filles, nous partons à l'école. Et selon même certaines statistiques, peut-être à l'école primaire ou secondaire, il y a plus de filles. Et nous ne sommes pas arrivés là juste par claquement de doigts. Il y a des personnes qui se sont sacrifiées pour ça. Il y a des personnes qui ont mené des luttes. Alors, c'est très important la création des espaces d'échange entre les générations. Et ça, ce sont des bonnes pratiques. Je me rappelle aussi une fois… 2 minutes, Madame Edwin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis aussi à la fin. Ouais. Je me rappelle aussi une fois que j'ai eu à écouter ces femmes qui ont milité pour la prise en compte du protocole de Maputo. Aujourd'hui, si nous parlons du protocole de Maputo, ce n'était pas venu du coup. Il y a eu des femmes qui ont porté cela. Et cela a laissé que je puisse encore considérer ce protocole. Donc, c'est juste pour dire ceci, la jeune génération a besoin d'écouter comment est-ce que la génération senior s'est battue pour que aujourd'hui nous puissions parler d'évolution des droits des femmes. En fait, c'est ça que j'avais prévu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edwin. Alors, je ne sais pas si les organisateurs vont nous laisser 5 minutes pour que nous puissions faire un petit résumé. S'il y a une question, nous allons, une proposition ou une contribution, nous allons la prendre. Mais permettez-moi de rappeler les 2 objectifs qui nous ont réunis autour de cette session. Premièrement, il était question de démontrer l'importance d'une mixité et d'un dialogue franc entre les générations et son impact sur l'équilibre social et sociétal. Le deuxième objectif de cette soirée était de proposer le cadre participatif, donc entre les jeunes femmes et les aînés, d'élaborer des initiatives novatrices pour un transfert intergénérationnel favorable à la participation continue
de celle-ci au processus d'un futur égalitaire. Les trois présentatrices ont essayé d'aborder l'une et l'autre, de contribuer à ces deux objectifs. Et nous avons retenu 2 actions que nous pouvons prendre, telles que la création d'espaces, la création d'un mouvement de jeunes dans le mouvement existant, tel que les Awilin ou les autres, même dans nos organisations, mais aussi les renforcements de capacités, l'acceptation, le respect mutuel, la considération, mais aussi l'implication des uns et des autres. Je vais laisser encore la parole. Cette fois-ci, c'est à Madame Anima Sengo qui la demande déjà. Vous pouvez allumer votre micro et la prendre, en tout cas en 2 minutes. Sinon, nous allons dépasser. Merci. Alors, en attendant, je vais laisser la parole à Maître Patrick Colombé. Vous pouvez allumer votre micro et la prendre pour 2 minutes. Allô? Oui, allez-y, nous vous suivons. 5 sur 5. Oui, j'ai une petite préoccupation que peut-être je suis arrivé à la réunion, je participais à retard, mais peut-être je vais me rattraper. J'aimerais savoir, par rapport à l'intervention de Maître Edwin, est-ce que dans les contextes africains, celui qui est dominé de violations de certaines règles comme de l'égalité ou que nous avons hérité de nos aïeux, est-ce qu'il est-il important qu'il faut qu'on parle surtout du transfert intergénérationnel? Est-ce que l'Afrique a besoin de ces transferts ou elle a besoin surtout du changement? Et si tel serait le cas, je pense, à mon avis, que dans les actions à mener, il faut tenir compte des actions qui peuvent beaucoup renforcer les changements de mentalité que le transfert intergénérationnel. C'est juste une question, contribution, si je peux avoir un peu d'éclaircissement dans quelques secondes. D'accord. Edwin, vous pouvez allumer le micro et donner votre compréhension de choses à Monsieur Patrick. Ok, merci beaucoup. Merci Patrick pour ta question. Vous avez demandé si est-ce que nous avons besoin du transfert intergénérationnel ou beaucoup plus de changements. J'aimerais dire que nous avons besoin de transfert. C'est vrai que nous avons besoin du changement, mais aussi du transfert. Pourquoi? Parce que il y a certaines victoires que la génération senior aujourd'hui a déjà eues et a déjà menées. Et est-ce que nous devons laisser cela? Il y a certains, si je peux dire, certaines bonnes habitudes, si je peux dire que la génération senior a. Est-ce que nous devons rejeter cela? Non. La génération senior a besoin, je peux dire, l'obligation de nous transférer toutes ces victoires. Donc, cela veut dire que moi, je ne pense pas que l'Afrique n'a que des choses négatives et qu'il a simplement besoin de changer. Tout le monde a besoin de changer, mais tout le monde a aussi besoin d'acquérir quelque chose de la génération qui était d'avant elle. Voilà pourquoi, à mon humble avis, je crois que vraiment nous avons besoin aussi d'un transfert intergénérationnel. D'accord, merci. Merci Edwin. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Nous avions eu juste un espace pour 1h30 que nous avons déjà consommé. Permettez-moi de donner la parole à Madame Thérèse qui va compléter Edwin tout en concluant aussi Madame. Merci beaucoup, Sandrine, de me faire cet honneur. Pour revenir, pour renchérir ce que Edwin venait de dire tout à l'heure, Maître Patrick, je pense que ce soit le transfert
ou que ce soit un travail axé sur les changements des mauvaises pratiques, je crois l'une n'exclut pas l'autre en termes d'action. Parce que si nous cherchons à consolider, à mettre ce pont, à favoriser le dialogue entre générations pour pérenniser nos connaissances, pour pérenniser nos actions, pour pérenniser les acquis et tout ce que nous avons comme valeur qui se transfère vers une autre, et dans un contexte spécifique où nous voulons consolider le mouvement féminin, je pense que nous devons aussi aborder tout ce qu'il y a comme frein, comme obstacle, comme pesanteur culturel et qui laisse dans les transferts intergénérationnels, on ne laisse pas derrière une catégorie quelconque de personnes. Dans les transferts intergénérationnels souhaités pour un monde féminin fort, nous voulons travailler sur l'inclusivité. Inclusivité au niveau social, inclusivité au niveau des connaissances, des compétences et d'expériences. Voilà donc, chères mesdames et messieurs, merci pour ces temps que nous avons partagés ensemble et que nous souhaitons, nous pensons avoir été utiles à nous tous et nous espérons que chacun a pu tirer quelque chose et nous nous excusons au cas où il n'y aurait pas totalement satisfaction. C'est une œuvre humaine. Nous n'avons pris que quelques minutes dans l'ensemble de tout ce qu'on pouvait tirer pour partager avec vous. Et merci aussi pour tous ceux-là qui ont eu à donner des contributions. Et merci infiniment pour votre participation. Merci pour Soese qui nous a offert ce cadre. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous.